Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Gardien des cités perdues, le tome 8,5 de Shannon Messenger, paru chez les éditions Lumen. Je vous parlerai ensuite de Néo, le tome 1, La chute du soleil de fer de Michel Bussy, paru chez PKJ. On continuera ensuite avec La cité du savoir de Nadia Coste, paru chez Scrineo. Je vous parlerai également des Whisper Weeks, le labyrinthe sans fin de Jordan Lees, paru chez Ozu. Ensuite, je vous parlerai de Le Seuil de Tom Clear Lake chez Moonlight. Je vous donnerai mon avis sur Fourth Wing, le premier tome de Rebecca Yarros, paru chez Hugo Roman. Et on terminera avec L'héritier insoumis, le tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, paru chez Brajlon. Allez, on commence tout de suite avec mes avis sur Gardien des cités perdues et Néo, que j'ai lu grâce à la bibliothèque et dont je vous avais déjà enregistré les avis auparavant. C'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque. Je pensais, comme c'était un hors-série 8.5, qu'il serait plus petit. Et non, que nenni. Il est même encore plus gros que les autres, puisqu'il arrive à presque 800 pages. Et je dois bien avouer que je l'ai lu très rapidement, puisque en fait, je n'ai lu que la nouvelle, enfin que le roman exclusif qui commence page. Alors c'est sympa, vous avez des très jolies illustrations en couleur, voilà, et en fait moi j'ai lu le roman court, donc ça, parce que tout ce qui est avant, bah c'est bien pour ceux qui adorent Gardien des cités perdues, qui sont fans absolus. Moi j'aime beaucoup l'univers, mais de là à me taper des choses que j'ai déjà lues 25 fois, que je connais par cœur, la fiche des personnages, leur bulletin de notes, moi ça ne m'intéresse absolument pas, mais alors quand je vous dis absolument pas, je l'ai lu complètement en diagonale, les groupes rebelles, voilà. C'est vraiment quelque chose pour ceux qui adorent et qui veulent en savoir plus, et moi j'avoue que j'ai vu la brique, j'ai fait non. Le roman court pour continuer l'histoire, ça me suffira bien. Et comme il était plus court, eh ben j'ai eu moins de longueur, comme j'ai l'habitude sur les romans qui sont comme ça. Donc c'est plutôt bien passé. J'étais contente de retrouver Sophie et Kif, cette petite parenthèse, surtout sur Kif même en particulier, après toutes les merdouilles qui lui sont arrivées dans le tome 8. On avance, on progresse, et maintenant bah, j'ai hâte de lire le tome 9, parce que le 10 je crois arrive cette année. Je crois, je peux me tromper. Donc c'était plutôt agréable, si on oublie là tout ce qui est pour moi complètement inutile et qui participe juste aux fans inconditionnels de la saga. Le roman court se suffit à lui-même, donc moi ça a été, puisque c'était plutôt agréable car rapide et court. Je vous parle à présent de ma lecture de Néo, le tome 1, La chute du soleil de fer. C'est le premier roman jeunesse de l'auteur. Il se lance dans une saga post-apo avec des gamins de 12 ans qui sont les derniers survivants de la planète. Un mal étrange, une sorte d'air empoisonné a contaminé toute l'humanité. Tous les adultes sont morts, tous les enfants sont morts. Ne restent que les enfants qui étaient au chaud dans le ventre de leur mère quand ce poison s'est répandu. Les mères ont eu le temps d'accoucher et depuis, les enfants sont livrés à eux-mêmes. On suit deux clans. Le premier clan survit dans le tipi, c'est la tour Eiffel, et les autres clans, l'autre clan survit dans le château du Louvre. Deux clans qui s'affrontent, ils ne connaissent rien les uns des autres, mais tous leurs maux viennent des autres. Ceux du château n'ont pas vraiment grand chose à reprocher à ceux du tipi, ils ne les connaissent pas, ils savent que ce sont des sauvages. Ceux du tipi pensent que le château les ignore et ne veut pas partager avec eux leurs richesses. Ils pensent que le château, les enfants sont cannibales, ils dévorent leurs semblables. Bref, il y a beaucoup d'a priori entre les deux clans, jusqu'au jour où un garçon, Zizo, va devenir l'espion du tipi et va rentrer dans le château pour
espionner ce clan et que finalement il va finir prisonnier du château et il va vivre avec eux et il va commencer à les connaître et il va comprendre comment se passe la vie au château. Et dans un autre temps, il y a une recherche pour découvrir ce qui se passe puisque les oiseaux, les animaux semblent être empoisonnés, semblent souffrir d'un mystérieux mal. Donc voilà, il y a pas mal de choses dans ce roman et j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Alors certes, on voit quand même venir les choses, on sent que tous les a priori de Tipi, du château, ben, nous on voit les deux côtés, donc on voit bien que c'est complètement exagéré. On a certains personnages qui sont assez flous, mystérieux. Clairement, on sait qu'ils vont avoir un rôle à jouer par la suite. Bref, non, c'était très intéressant pour un post-apo. J'ai beaucoup aimé. C'est un premier tome. On voit très bien vers quoi va se tourner le second tome. Tout n'est pas résolu. J'aime beaucoup les interactions qu'il y a avec ses enfants. Ils ont 12 ans, donc il n'y a pas encore trop de méchanceté en eux, même si certains commencent à montrer une propension à la violence. On voit des petites amourettes commencer à arriver. Voilà, à 12 ans, on sent que ça commence à tourner dans leur tête. Non, c'est plutôt bien développé, c'est plutôt agréable à lire. Il y a pas mal de personnages, donc c'est assez riche. J'ai beaucoup aimé, je sais que le tome 2 est disponible à ma bibliothèque. Et c'est tout. Il y a 4 tomes et il n'y en a que 2 disponibles. Donc ça craint pour pouvoir finir cette saga, mais bon, tant pis, c'est le jeu, que voulez-vous. Donc oui, une bonne saga jeunesse. La plume de Michel Bussy, je ne l'ai pas forcément retrouvée parce que vraiment elle est différente de ses romans adultes. Mais j'ai bien apprécié, puis moi je suis une adepte du post-apo, donc ça ne pouvait que me plaire. Hello, je reviens pour vous parler des Whisper Weeks. Je viens de le terminer à l'instant. Et waouh, qu'est-ce que c'était bien. J'ai adoré ce roman, on est sur un beau coup de cœur. Il y a vraiment tout ce que j'aime dans la littérature jeunesse. Vraiment, vraiment, un world building incroyable, des personnages hyper attachants, et puis des sentiments à foison. On se sent heureux, on se sent peiné, on est triste, on se sent trahi. Tout à la fois, et c'est ce que j'adore dans ce roman. Et il se termine, si vous voulez, c'est pas une histoire qui va courir, alors que c'est une trilogie. Là, on a les réponses, et on a encore envie d'être dans ce monde-là, donc on a une porte. On sait on va y retourner, et ça, je suis trop contente. Bon, il va falloir attendre 2025, mais on va y retourner. Les Whisper Weeks, ça parle de quoi ? Ça parle de Benjamin, qui est un garçon assez solitaire dans la vie. Et ses parents sont sur le point de divorcer, il y a beaucoup de tensions à la maison, et lui, il est en colère. Il est en colère face à tout ça, jusqu'au jour où une étrange créature, un singe, une sorte de petit singe avec des boutons à la place des yeux, débarque dans sa chambre, met un sou pas possible, et finalement le conduit à la cave où il va prendre une porte et il va se retrouver dans le monde de Dédaleum. Un monde où c'est un labyrinthe géant, où chaque personne, s'il s'éloigne un tout petit peu de sa rue, perd la mémoire et se perd à tout jamais. Bref, un monde terrible. Et dans ce monde-là, il va croiser Ansel, qui va l'aider, qui va le recueillir. Et Ansel a 2 enfants, Elisabella et son frère Edwin. Edwin a disparu. Et Elisabella, elle aussi est en colère et veut à tout prix chercher son frère, alors que Ansel, lui, ne fait plus rien. Il a lâché l'affaire, il sait que Edwin est condamné, qu'il est perdu à jamais, alors que Elisabella, elle, va chercher à sauver son frère, et donc elle va embarquer Ben avec elle. C'était génialissime, on part sur une quête, on va chercher des Whisper Weeks, ce sont des lanternes que son frère a cachées à différents endroits du labyrinthe, et voilà, ils vont reconstituer une énigme pour trouver où est Edwin et ce qui a pu lui arriver. C'était génial. Vraiment
un bonbon ce roman, je l'ai adoré et je suis vraiment trop fan. J'adore, ça va être un de mes romans jeunesse préférés. Je vous parle à présent de La Cité du Savoir que j'ai lu en e-book. C'est la maison d'édition Scrinéo qui me l'avait donné en e-book. J'ai mis très longtemps à le lire parce que et ben comme d'habitude je ne peux pas le mettre sur ma Kobo, je suis obligée de le lire sur mon téléphone et en général ça passe pas trop. Mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. On est dans une histoire où nous suivons Sophia qui rêve d'intégrer les rangs de l'école, de l'académie, pouvoir apprendre, se révéler là-dedans. Elle sait déjà lire grâce à ses parents qui sont imprimeurs et elle va passer les tests pour pouvoir intégrer cette académie. D'un autre côté, nous avons son meilleur ami Théo qui, lui, ne cherche absolument pas à intégrer les rangs des intellectuels puisque son frère est revenu quelques années auparavant, malade. Il avait intégré l'académie et à la fin de son examen, il est revenu avec la dyspnoïa, une maladie qui touche justement les personnes qui partent faire des études et qui échouent à leur examen de fin d'année. Donc il a grandement peur pour Sophia, il a peur qu'il lui arrive la même chose qu'à son frère. Lui, il ne veut absolument pas s'instruire, il ne veut même pas que Sophia lui apprenne à lire parce qu'il ne veut pas risquer d'attraper la dyspnoïa. Et voilà, on va avoir cette histoire, ces deux histoires qui vont s'imbriquer, deux histoires complètement différentes puisque Sophia va partir pour ses études et Théo, lui, va suivre un autre chemin qui va le mener quand même à la Cité du Savoir. J'ai beaucoup aimé cet univers, c'était très original, on a pas mal de concepts qui rappellent l'Antiquité grecque. D'ailleurs, vous voyez cette très belle couverture avec ce paysage grec. On est dans une fantaisie puisque on est dans un monde imaginaire et ce monde, le world building est, je trouve, très bien travaillé. On apprend des choses, on comprend que le fait de faire ses études engendre une sorte de magie, la magie des mots, la magie qui peut faire peur, qui peut provoquer des choses. Donc Sophia va elle-même en apprendre plus sur elle, en apprendre plus sur cette étrange maladie qui touche les étudiants, mais elle va apprendre qu'il n'y a pas que les étudiants qui sont touchés par cette maladie. Voilà, il y a pas mal de choses dans ce roman. C'était très intelligent. J'ai pris un grand plaisir à lire ce roman. J'aime beaucoup la plume de Nadia Coste. Je ne l'avais encore jamais vraiment lu. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'avais pas encore lu. Ça a été l'occasion et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Ensuite, je vous parle du Seuil de Tom Clearlake. C'est son nouveau roman et mon Dieu que c'était addictif. J'ai adoré parcourir les couloirs de ce roman. Il est très prenant, vraiment très prenant, mais très glaçant aussi. En général, c'est ce que fait Tom Clearlake. Il nous amène quelque part et on frissonne à chaque fois. Ici, on va suivre deux personnages principaux. On va suivre le capitaine Loubet qui est capitaine donc à la crime de Lyon. Voilà, il se rend comme d'habitude sur une scène de crime jusqu'à ce qu'il apprenne que sa fille Léa a disparu. Il va commencer à s'inquiéter et il va commencer à mener l'enquête pour savoir où est partie sa fille, qu'est-ce qui a pu lui arriver, si elle a disparu comme ça, est-ce qu'elle s'est fait kidnapper, est-ce qu'elle est partie d'elle-même. Bref, il va commencer à mener l'enquête, on commence comme ça, et après on va sur le point de vue de Léa, et à ce moment-là, tout bascule et on commence à comprendre ce qui va nous être proposé dans ce roman. Léa a postulé pour une télé-réalité. Elle est emmenée avec 12 autres jeunes gens dans un endroit très étrange qui s'appelle le manoir et elle va participer à ce jeu qui finalement n'est pas un jeu, qui se déroule sur le darknet et qui est absolument effroyable et où sa vie va être complètement mise en danger. Donc on va suivre ces deux
personnages en parallèle, l'enquête du capitaine Loubet d'un côté et l'expérience horrible de Léa dans ce manoir. C'est vraiment une course contre la montre, un roman de survie face à la cruauté, face à ce monde qui est complètement parti en vrille. Bref, vraiment très très addictif. Si vous aimez les romans noirs, vous aimez les thrillers, jetez-vous sur celui-là parce que ça mêle vraiment l'enquête, le frisson, l'horreur dans toute sa splendeur. Et voilà, j'ai passé un très très bon moment. Il est très addictif, je n'arrivais pas à le lâcher et je vous le conseille vraiment parce que c'est encore un roman qui ne vous laissera pas indifférent. Allez, je vous parle enfin de ma lecture de Fourth Wing. J'ai mis du temps à vous en parler parce que je l'ai lu déjà il y a très très longtemps. J'ai passé un excellent moment, j'ai été tout de suite happée par cet univers, j'avais eu de très bons échos à propos de ce roman, surtout en VO, puisque Marilyn, lors des Imaginales de l'année dernière, le lisait en VO, et elle était totalement prise par ce roman. En effet, il a de magnifiques qualités, parce que c'est addictif, j'aime beaucoup l'univers qui est construit entre les dragons qui sont tout puissants et qui peuvent vous brûler en une seconde s'ils ne vous trouvent pas à la hauteur, et l'héroïne. Alors, il y a de grandes qualités à ce roman, il y a aussi un très gros point faible. On a une romance. Forcément, on est dans la collection Romantaisie de Hugo Roman. Il y a une romance qui n'arrive pas tout de suite, hein, il ne se saute pas dessus tout de suite, non, ce sont des ennemis to lovers. Mais dès le moment où cette romance se développe, dès le moment où les personnages enfin laissent libre cours à leur attirance, l'histoire s'arrête. Vous avez un avant et un après, et le pendant, il est inexistant. Ils ne passent que leur temps à se sauter dessus, dans toutes les positions. Et en fait, on l'attend ce moment forcément, parce qu'il se cherche. Violette passe son temps à dire qu'il est magnifique à chaque fois qu'elle le voit, voilà. Mais quand il arrive, on est content. Mais alors, ça se prolonge sur des pages et des pages et des pages et des pages et des pages, beaucoup trop. Et voilà, ce qui m'a dérangé, c'est le fait que on avait une histoire, on avait un déroulé qui était pour moi super intéressant, que j'aimais beaucoup. L'héroïne ne m'agaçait pas. Certains ont dit que l'héroïne était agaçante. Moi, elle ne m'a jamais agacée. Et dès le moment où il se passe quelque chose entre deux, eh bien, tout s'arrête. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a que des scènes de sexe à longueur de page. Et ça, c'était long. C'était long. C'était très très long. Très très long. Ensuite, l'histoire reprend son cours, et heureusement. Et la fin, c'est un feu d'artifice de révélation et de retournement de situation, et j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré le début, j'ai adoré la fin, le milieu. C'était un gros beauf. Mais en attendant, j'ai dévoré ce roman et je suis très contente de l'avoir lu. Je lirai la suite, même si je n'entends que des mauvais retours sur la suite. En tout cas, moi qui aime les dragons, j'étais super heureuse de me mettre dans ce roman, de voir les interactions, puisque je vous ai même pas fait le résumé de ce livre. En fait, j'ai l'impression qu'on l'entend de partout, donc je pars du principe que vous connaissez le résumé, mais peut-être pas. On suit Violette Sorengale, qui est la fille du plus haut chef, si vous voulez, militaire de cet univers. Et Violette se destine normalement au penseur. Voilà, elle veut être simplement scribe. Elle veut retranscrire des livres, elle veut annoter des choses. Sauf que sa mère en a décidé autrement. Elle a décidé qu'elle serait cavalière. Et pour être cavalière, il faut passer des épreuves. Et des épreuves où vous mettez votre vie en danger à tout moment. Et être cavalière, c'est être choisi par un dragon pour en faire sa cavalière. Sauf que les dragons ne choisissent pas n'importe qui, ne choisissent pas des personnes faibles. Violette a tendance à se blesser toutes les 2 secondes. Violette
doute beaucoup. Mais en même temps, elle sait que pour réussir, il va falloir qu'elle arrête de douter. Bref, voilà, il y a pas mal de problématiques qui se posent à elle, mais elle va se lancer puisqu'elle n'a pas le choix. Elle va se lancer et elle va être un peu prise sous son aile par son ami qui lui est déjà cavalier. Et sa sœur aussi est déjà cavalière. Son frère aîné était aussi cavalier, sauf qu'il est décédé. Bref, voilà, c'est toute une famille de cavalières et Violette n'a pas trop le choix, elle se lance dans ses épreuves et va mettre sa vie en danger à chacune de ces épreuves. Voilà. En soi, c'était un très bon roman, j'ai beaucoup aimé l'univers créé, ces dragons, les interactions avec les dragons, Violette en elle-même, les personnages qui gravitent autour d'elle, mais voilà, trop de scènes. Mais surtout, c'est pas parsemé tout au long du récit, c'est un gros bloc en plein milieu du roman où tout s'arrête dans l'histoire. Et je termine en vous parlant de L'Héritier Insoumis, qui est le tome 3 du Pont des Tempêtes. On ne va pas suivre Lara et Arène dans ce roman, mais bien 2 autres personnages. Ce roman se déroule pendant le tome 2, donc pendant La Reine Traîtresse. Et on va voir d'autres facettes de la machination qu'il y avait dans La Reine Traîtresse. C'est tout un plan qui se déroule dans La Reine Traîtresse et en fait on va le suivre d'un autre côté. On va le suivre du côté de Zara et de Kéris. Kéris est l'héritier de son empire. Les Madriéniens, c'est l'héritier de cet empereur horrible qui est une ordure pas possible dans les 2 premiers tomes. Et Kéris veut essayer de changer les choses et par certains côtés il va manipuler, il va essayer de faire en sorte d'émettre son père mais sans contrecarrer ses plans. Bref voilà, c'est toute une machination qui est dans ce roman et il y a une histoire d'amour puisque Kéris et Zara qui fait partie aussi d'un autre peuple qui se déteste, Enemy to Lovers, va tomber amoureuse de Kéris, Kéris va tomber amoureux de Zara, ça c'était avant qu'ils n'apprennent leur identité à chacun d'eux. Vous doutez bien que dès que les identités tombent, une haine profonde va forcément éclore entre eux deux alors qu'ils avaient un amour assez pur avant. Bref voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment d'être au premier plan de ces manigances. Autant dans le tome 2, dans La Reine Traîtresse, on se posait des questions, on se disait ah oui mais il y a certains points qui sont assez flous, je ne comprends pas comment certains ont pu manipuler d'autres. Bah dans celui-là on sait tout. Clairement tout ce qui était en zone d'ombre finalement passe en lumière et on comprend que dans l'ombre d'autres personnes ont agi pour avoir le dénouement du tome 2 et c'était trop bien. C'était trop bien, maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite et de voir comment Kéris et Zara vont réussir à se débrouiller pour sauver cette situation qui est vraiment toute pourrie, hein, on va se l'avouer. On a vraiment une relation totalement différente de Arène et Lara. Je n'ai pas eu de coup de cœur pour ce tome 3, peut-être parce que justement on est plus dans quelque chose de moins réfléchi, plus instinctif, plus charnel, plus bestial par certains côtés, donc la relation m'a moins plu, mais je suis attachée aux personnages Zara et Kéris. On revoit Arène, on revoit Lara, il m'en faut pas plus. En tout cas cette histoire est vraiment vraiment très intéressante et j'aime quand on parle de diplomatie, de difficultés entre les peuples, de plans machiavéliques. C'est... Waouh. Et quand on voit le plan du tome 2, on en reparle dans ce tome 3, je me dis, waouh, on n'a pas encore vu toutes les facettes, je suis sûre. C'était encore plus complexe que je ne pensais. Et ça, c'est ce que j'aime vraiment dans les romans du Pont des Tempêtes. Voilà, c'en est terminé pour mes avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.